Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis malade, mais je suis enfin libéré de ces putains de partiels, ça fait du bien, et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiées au Japon. Alors oui, comme vous le savez sûrement, le Japon c'est un pays un peu foufou. Que ce soit dans leurs pubs, dans leur musique, dans leurs clips, dans leurs films et j'en passe, il y a toujours ce petit grain de folie, mais bien évidemment, vous vous en doutez, ils ont un paquet de légendes urbaines. Vous les connaissez sûrement, hein, et ce qui est cool avec le Japon, c'est qu'il n'y a pas trop de limites à ce niveau. On retrouve des fantômes, des lieux maudits, des esprits vengeurs, des poupées maudites, des images maudites, enfin bref, on a vraiment de tout, c'est très varié. Il y a vraiment un gros folklore là-bas, certaines légendes urbaines sont très populaires et sont parfois utilisées par les parents pour faire peur aux enfants par exemple, hein, pour les mettre en garde, un petit peu comme, je sais pas moi, le croque-mitaine ou alors le grand méchant loup, sauf que là au Japon, bon, c'est un cran au-dessus quoi. Je vous propose donc pour cette vidéo un petit top 10 des légendes urbaines assez flippantes qui se sont bien sûr diffusées sur internet et qui ont marqué les internautes, et alors vous en connaissez certaines comme je l'ai dit et vous en découvrirez sûrement parce que il y en a qui sont pas aussi populaires que les autres. Allez, c'est parti. Kuchisaki Onna. Alors, commençons avec notre première légende qui est l'une des plus célèbres. Je veux parler de Kuchisaki Onna, une entité très populaire qui a été représentée maintes et maintes fois dans plusieurs œuvres. Cette légende serait apparemment assez vieille, hein. Elle date de l'ère Heian, qui s'est déroulée de 794 à 1185, hein. C'est celle où notamment Sukuna était à son prime, mais bon, passons. Alors après, bien sûr, il y a un récit plus moderne, hein, vu que l'histoire a explosé dans les années 70, mais voilà, cette légende, elle date bien fort. Bon, du coup, pour vous raconter son histoire, Kuchisaki Onna était une femme de samouraï. Elle était très belle, mais genre vraiment belle. Mais un jour, son mari l'a surpris avec un autre gars et du coup, hein, comme il est très sympa, il lui a fendu la bouche à grands coups de sabre et lui a dit « Qui te trouvera belle maintenant ?» Kuchisaki Onna mourut ensuite de ses blessures et devint un esprit vengeur, et vous vous en doutez, c'est là qu'intervient le cœur du truc, c'est-à-dire son apparence et ses attaques. En effet, elle apparaît comme une femme portant un masque chirurgical de sorte à ce que l'on ne voit pas sa bouche. Et ensuite, alors, elle vous attaque pas direct comme ça, hein, au contraire même. Elle vient vous parler, elle vous demande si vous la trouvez belle, et alors bon, c'est un peu un coup de pute parce que si vous répondez oui ou non, vous êtes foutu. En effet, si vous répondez non, vous faites buter à coups de ciseaux, donc bon, voilà. Mais si vous répondez oui, elle retire son masque, vous demande si vous la trouvez toujours belle, et ensuite elle vous mutile pour que vous lui ressembliez. Bon, du coup, comment on s'en sort? Est-ce qu'on peut se tirer de cette situation? Faut esquiver le sujet en fait. Il faut lui répondre quelque chose qui la troublera, comme par exemple, je ne sais pas. Vous pouvez aussi balancer des pièces ou des objets au sol pour faire diversion et vous enfuir, ou tout simplement éviter les lieux isolés la nuit. Voilà. Et j'ai parlé de la popularité de Kuchisaki Onna tout à l'heure, et il est probable que vous l'ayez déjà vu quelque part, notamment dans Jujutsu Kaisen. Petit instant manga, mais en effet dans le passé de Gojo, lorsque Geto affronte Toji, il invoque un fléau qui est en fait Kuchisaki Onna, qui va lui poser la question si elle est belle ou pas. Toji va d'ailleurs jouer sur la confusion, et va lui répondre qu'elle n'est pas son style, et bon on le voit, il se fait attaquer quand même. Donc voilà pour le côté manga, et elle apparaît également dans un film nommé Carved de Slith-Mouthed Woman, c'est chiant à dire, je suis désolé, c'est sorti en 2007 et d'ailleurs il est intégralement disponible sur YouTube ou alors Dailymotion si vous êtes étrange. Et dans ce dernier, l'apparence de Kuchisaki Onna est assez flippante et plutôt bien faite, regard vide, aura menaçante, pour moi le personnage il est réussi. J'irai donc probablement voir ce film un jour. D'ailleurs, il existe une espèce de vidéo amateur de ce film, c'était peut-être pour en faire la promo, mais elle est franchement assez bien foutue, donc bon, je vous en passe quelques extraits. Voilà donc pour Kuchisaki Onna, c'est une histoire très célèbre au Japon mais aussi dans le monde. Elle est très ancienne et a donc été reprise plusieurs fois, elle a fait de nombreuses apparitions dans la pop culture. Je trouve la mécanique de questions-réponses assez sympa, ça change des simples attaques d'esprit sans qu'il y ait rien derrière. Là il y a vraiment une interaction, on peut même s'en sortir si on joue bien. Donc bon, voilà, tout ça c'est un bon point. Après, c'est pas pour autant que j'ai envie de la croiser. Tomino's L. Tomino's L, alors très connue celle-là aussi, mais elle n'en reste pas moins assez flippante. Elle se rattache à une mécanique très efficace sur moi, hein, et très populaire à une certaine époque, celle de la légende maudite. Et oui, les médias maudits, ce ne sont pas seulement des vidéos et des photos, on peut aussi avoir des trucs écrits, comme par exemple le poème japonais intitulé Tomino's L, l'enfer de Tomino. La légende elle est simple, c'est un poème écrit par Saijo Yazo en 1919 qui nous maudirait si on osait le lire en entier à voix haute. Voilà.
Cette légende, elle a été popularisée sur 2CH, alors je sais pas trop comment on prononce, c'est un forum japonais où certaines personnes affirmaient qu'il ne se passait rien après avoir lu le poème, tandis que d'autres ne donnaient plus aucune nouvelle après ça. Et alors c'est léger, mais ça suffisait à l'époque pour inquiéter et semer le doute chez les internautes. Mais là, peut-être que vous vous posez une question, que raconte ce poème? Pourquoi il est maudit? Genre ça va être un truc assez sombre Et oui, effectivement, ça nous conte quelque chose de plutôt creepy. En effet, le poème nous raconte la chute en enfer de Tomino. Au départ, son entrée y est décrite, on apprend que sa grande sœur se met à vomir du sang, et que de son côté, Tomino vomit des perles de verre. Alors oui, bon, c'est le Japon, hein, c'est toujours un peu spécial. Ensuite, Tomino, décrit comme un garçon tout mignon, chute seul en enfer, un lieu submergé par les ténèbres où les fleurs n'éclosent pas, taché de sang, et en ce qui concerne sa taille, il est tout simplement infini. C'est dans ce lieu que Tomino est piégé, il va chercher ses sœurs, pleurer, courir, mais rien à faire. C'est fini pour lui, il est coincé et il ne sortira plus jamais de cet enfer. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de caché derrière tout ça, un message, une métaphore peut-être? Et alors j'ai fait quelques recherches rapides et apparemment ce poème parlerait en fait de la guerre, représentée par l'enfer, et la personne piégée à l'intérieur, donc Tomino, serait un individu regrettant sa vie d'antan, d'où le fait qu'il cherche ses sœurs et qu'il endure de grandes souffrances. Alors voilà pour l'histoire, si ça vous intéresse, allez faire vos recherches. J'aimerais maintenant parler de la représentation de ce poème sur internet en parlant de deux trucs. D'abord, il faut savoir qu'il y a une très courte vidéo où une voix déformée lit un très court extrait de ce poème. Je l'ai découverte en visionnant les vidéos du piratage de la page Twitter de la chaîne mexicaine pour enfants Canal 5. Je vous passe les détails, il n'y a rien de fou, fallait du panda parler, c'est des vidéos prises sur internet, rien de mystérieux. Mais dans ces vidéos, il y en a une où l'on peut entendre vite fait, mais genre vraiment très vite fait, un extrait de Tomino's Hell. Le voici. Voilà, alors je vous l'ai dit, c'est très court, mais voilà, c'était sympa de relever ça. Et j'ai cherché, et en fait ce son, il est tiré du Nextbot de Tomino utilisé dans le jeu Garry's Mod. Donc le Nextbot, c'est genre les mobs du jeu. Donc voilà, comme je l'ai dit, pas de mystère pour cette partie, mais parlons maintenant de l'image extrêmement populaire utilisée pour illustrer Tomino's Hell. Je veux parler de cette représentation. Ouais, vous la connaissez certainement si vous êtes déjà intéressé au sujet. C'est une image très perturbante qui nous met assez mal à l'aise et j'ai un peu galéré à retrouver son origine, mais c'est bon, je l'ai, et j'ai même l'illustration en entière. C'est une peinture intitulée « Je ne peux plus être une mariée » et a été réalisée par Yuko Tatsushima après que cette dernière ait été victime d'abus sexuels. Voilà. Bon, ça casse un peu l'ambiance, mais bon, voilà, faut dire les faits. Le titre, il fait également référence au mode de vie japonais, où les femmes ayant été victimes de ce genre de choses auraient du mal avec le mariage. Voilà, bon alors, je suis pas allé pousser mes recherches non plus, mais bon, fallait quand même un petit peu parler de tout ça. Voilà donc l'histoire de l'image qui illustre Tomino's Hell. Le poème a un message triste, et la peinture, qui est le plus utilisée pour représenter ce poème, possède également une histoire sombre. On peut donc dire que cette légende est clairement l'une des plus sinistres de cette vidéo. Hanako-san. Bon, alors, on a parlé de trucs assez sombres là, donc on va baisser le niveau intellectuel, voilà, on pose le cerveau et on va parler de chiottes. Voilà, les toilettes, ce sera le thème des 2 prochaines légendes. Je vous l'ai dit, les Japonais, ils aiment bien tout ce qui est un peu spécial. Parlons donc de Hanako-san, le fantôme des toilettes de l'école. Elle se situerait à la 3e cabine des toilettes du 3e étage et serait une élève ayant été tuée par un obus lors de la Seconde Guerre mondiale. Ou alors, il y a une autre version dans laquelle la fille aurait été victime d'agression par un prof ou un élève dans les toilettes, donc voilà. Bon, vous choisissez ce qu'il vous va le mieux. Bon, du coup, cette légende, elle a fait émerger un défi. Le défi d'Hanako-san. Et c'est très simple, ça consiste à taper 3 fois à la 3e porte des toilettes du 3e étage, et si Hanako-san vous répond, il ne faut surtout pas entrer, sinon elle vous attrape et vous bute dans les chiottes. Bon, alors, 2 choses, déjà, si vous entrez dans les toilettes quand on vous répond que c'est occupé, c'est que vous êtes des personnes peu respectables, mais si en plus vous décédez dans des toilettes, bon, c'est dommage, quoi. Mais attendez, on est au Japon, et au Japon on aime bien les trucs un peu foufou, hein. Du coup, il y a plusieurs morts possibles selon les lieux où vous invoquez Hanako-san. Par exemple, dans la préfecture de Yamagata, vous serez dévoré par un lézard à 3 têtes. À Iwate, vous pourrez apercevoir de grandes mains blanches sortir des chiottes, et à Kanagawa, c'est une main ensanglantée qui apparaîtrait. Donc voilà, il y a du choix.
Et du coup, cette légende, elle a eu un sacré impact au niveau de la pop culture, genre dans les mangas, avec Toilet Bound Hanako-kun, et j'avais vraiment pas capté, j'avais pas fait le rapprochement avec cette légende, il y a un animé d'ailleurs. Elle est aussi mentionnée dans Jujutsu Kaisen et bien d'autres. On a aussi le personnage de Mimi Géniard dans Harry Potter qui est clairement très inspiré d'Hanako-san. Bref, cette légende est simple, mais pourtant elle a eu un impact hyper important, en fait c'est un petit peu leur Bloody Mary, vous savez. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous au moins tombés une fois au moins sur une référence à cette légende, même si on ne la connaît pas forcément directement. Bien, maintenant restons dans les toilettes et passons à la prochaine légende, Akamanto. Alors, comme je l'ai dit, on est toujours dans les toilettes d'école, et là on va pousser le délire encore plus loin, puisque là c'est pas une histoire de fantôme qu'il faut invoquer, non, là l'entité elle vient vous chercher pendant que vous êtes sur le trône. Alors pourquoi tout le temps les écoles? Je sais pas, c'est un peu le délire, genre les écoles c'est hanté parce qu'il y a beaucoup de pression, de stress, etc. Bon, voilà, me demandez pas. Bref, Akamanto signifie le manteau rouge, cette entité serait un individu masqué portant un manteau vert. Non, je déconne, un manteau rouge du coup. Et là, on a une nouvelle mécanique qui entre en scène, celle du dilemme. Vous êtes sur les toilettes et là, Akamanto apparaît derrière la porte. Il vous demande si vous voulez utiliser du papier bleu ou rouge. Oui, il vous propose du PQ, mais vous allez voir, attendez la suite. C'est un peu comme le système de Kuchisake Onna, sauf que là vous avez un choix direct, mais le truc c'est que vous êtes probablement condamné, peu importe votre réponse. En effet, si vous choisissez le papier rouge, vous serez tué par Akamanto qui laissera une traînée de sang importante. Mais si vous choisissez le bleu, alors vous serez vidé de votre sang ou étranglé et vous mourrez avec la peau bleue. La couleur du papier correspond donc à votre état après votre mort. Mais alors là, on les voit, hein, les petits malins, certains qui vont tenter de répondre une autre couleur, mais alors bien tenté, mais non. Si vous faites ça, des mains sortent des toilettes, vous attrapent et vous traînent en enfer par les chiottes. Voilà. Et si vous avez le malheur de répondre que vous voulez du papier jaune, vous serez noyé dans les toilettes que vous venez d'utiliser. Donc du coup, j'imagine que le jaune, ça représente la couleur de la... Ouais, enfin voilà quoi. Surtout ne pas demander du papier marron du coup. Mais le seul potentiel moyen de vous en sortir, ce serait de répondre que vous n'avez pas besoin de papier, ou alors tout simplement de l'ignorer. Mais bon, ça peut ne pas marcher aussi, donc autant vous dire que si cet esprit vous tombe dessus, vous êtes dans la merde. Littéralement. Mais alors, on peut se poser une question quand même, qui est Akamanto? Alors, pour la légende, ce serait un élève ayant subi du harcèlement à cause de sa beauté. Oui, apparemment c'est possible, et du coup il se serait donné la mort, nanani, nanana. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est les potentielles inspirations de cette légende. En effet, elle découlerait de faits divers anciens, comme par exemple en 1906, dans la préfecture de Fukui, où un homme vêtu d'une cape rouge aurait enlevé et tué 3 personnes, ou en 1935, où un gars en manteau rouge aurait été arrêté alors qu'il se cachait dans un placard à chaussures dans une école primaire. C'est bizarre, j'avoue. Ces inspirations sont donc assez intéressantes et plutôt flippantes, et il faut savoir qu'un jeu a été créé sur le personnage d'Akamanto. Apparemment, il est assez sympa, donc voilà, pareil, n'hésitez pas à y jeter un œil. Bref, ces deux légendes-là, elles étaient pas hyper flippantes, mais je les trouve assez marrantes et quand même efficaces. Je vous en ai parlé pour vous montrer un peu le côté absurde et bizarre des légendes urbaines japonaises, qui même lorsqu'elles se passent littéralement dans les toilettes, eh bien elles sont quand même développées et intéressantes. Allez, passons à la suite. Gozu. Alors, Gozu, c'est un personnage assez particulier dont l'apparence joue sur un aspect qui me met plutôt mal à l'aise. Je veux parler du concept des humains avec une apparence animale, et plus précisément avec la tête d'un animal. Et donc, qui est cet individu? Eh bien, il serait au centre d'une histoire considérée comme la légende la plus terrifiante jamais créée. Tellement flippante que toutes les copies écrites de ce récit auraient été brûlées, car considérées comme trop dangereuses, puisque tous ceux qui la liraient ou l'entendraient seraient terrifiés d'une violence jusqu'à atteindre un point où ces derniers en mourraient. Alors, oui, ok, c'est un peu poussé, mais bah ça fait partie de la légende, mais du coup, qu'est-ce que la légende de Gozu nous raconte? Qu'est-ce qui peut être aussi terrifiant au point que des gens en meurent? Et bon, alors vous excitez pas trop parce que vous allez être un peu déçus en fait. Des archéologues se seraient rendus dans un village complètement inhabité. Personne n'y vivait et ils se sont donc mis à faire des fouilles, peut-être pour trouver des indices sur une ancienne civilisation, ou alors pour trouver des réponses au fait que personne ne vive dans le village. Et en creusant, ils trouveront un squelette, celui d'une personne avec le corps d'un homme et la tête d'une vache. Bizarre, mais bon, voilà, ils trouvent ceci. La légende se met ensuite à nous raconter l'époque où le village était encore habité. Les habitants de ce lieu étaient frappés d'une grande famine, mais genre une très grande famine. Ils se mirent alors à manger toutes les vaches et les chevaux, mais rien à faire, la faim persistait. Alors les habitants commencèrent à dévorer leurs animaux de compagnie, leurs chats, leurs chiens, tous leurs animaux. Cependant, après tout ça, il n'y avait plus rien à manger, plus rien pour combler cette famine violente, et le village se mit donc lentement à périr. Mais un jour, surprise, un individu arrive, et cette personne possède la tête d'une vache et le corps d'un homme. Et lorsque les villageois l'aperçoivent,
il se jette sur lui, il le découpe, il le démembre et le dévore. Et c'est à partir de ce moment qu'une malédiction s'abat sur le lieu. Ainsi, cela expliquerait donc pourquoi le village est vide, c'est parce qu'il est maudit, mais en ce qui concerne la suite, comme je l'ai dit, tout a été brûlé. On ne sait donc rien pour la suite de cette histoire. La légende s'arrête donc ici. Et en cherchant un peu, je suis tombé sur un récit qui expliquait qu'un prof aurait raconté l'histoire à ses élèves en sortie scolaire lorsque ces derniers étaient dans le bus. Alors, dès sa première phrase, les enfants le supplièrent en pleurant de ne pas raconter, mais le prof se mit à agir comme s'il n'était plus lui-même et raconta toute l'histoire. 1 heure après, le professeur reprit ses esprits et se rendit compte que le bus avait eu un accident. Les élèves étaient tous au sol avec de la mousse blanche dans la bouche et depuis cet accident, le prof n'a jamais raconté cette histoire de nouveau. Voilà pour les histoires entourant Gozo. Certaines versions voudraient que ce dernier soit le gardien des enfers aussi, mais en tout cas, la morale de cette histoire serait de ne pas être cupide, de ne pas penser qu'à soi-même, dans le sens où genre, au lieu de te jeter sur Gozo pour le bouffer et provoquer une malédiction, peut-être demander de l'aide, hein. Enfin bon bref, vous avez compris le message je pense. Cette légende-là, elle représente bien l'aspect classique de ce qu'est une légende. On a une histoire assez classique avec le récit autour du village, puis on essaie de la faire perdurer avec l'histoire du prof qui la raconte à ses élèves, voilà, malgré que ces derniers lui implorent de ne pas en parler, et pour justifier la simplicité, entre guillemets, de cette histoire, on affirme que le reste a été brûlé parce que ça a trop terrorisé de gens, donc bon, il y a quand même une part de mystère et tout. Donc voilà pour ça, et la créature, elle est également assez flippante, même si elle fait pas grand chose dans la légende, et je la trouve plutôt apeurante, et comme je l'ai dit, ça marche bien sur moi, donc bon, voilà. En résumé, légende classique dans sa forme, mais intéressante, c'est pourquoi je voulais raconter, je me disais que même s'il n'était pas très connu, elle méritait d'être un peu plus mise en lumière. Red Room Curse. Alors, Red Room Curse, ça s'inscrit dans une ère plus moderne puisqu'elle concerne une image maudite, ou pour être plus précis, un pop-up. Et je me dis qu'avec Adblock, en fait, il y a moyen que les pop-up n'existent quasiment plus en 2024, à part peut-être sur des sites de streaming ou autre truc un peu comme ça. Donc, je vais vous expliquer très simplement ce que c'est un pop-up. C'est tout simplement une fenêtre automatique, une pub, un site, voilà, qui s'ouvre, qui pop sur ton écran. Voilà, c'est ça un pop-up. Et ce pop-up, le voici. Voilà, rien d'impressionnant au niveau de l'image. Le texte signifie « Do you like ?» et une voix féminine lirait également ce message lorsque cette fenêtre apparaîtrait. Elle ne se fermerait pas possible de l'enlever. Et la voix continuerait à parler jusqu'à compléter la phrase qui serait « Do you like the Red Room ?» Est-ce que tu aimes la Red Room? Avec une liste de victimes précédentes de la Red Room. Pour rappel, une Red Room, c'est un type de live sur le Deep Web dans lequel une personne est torturée via les demandes et les donations des viewers. En réalité, on ne sait pas si ça existe réellement, c'est plutôt de la creepypasta, mais alors, il me semble qu'il y a genre une fois où une Red Room a vraiment existé, mais dans laquelle il s'est rien passé, je crois. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le reste, c'est du fake ou de la creepypasta. Bref, voir cette image, ça signifierait que tu es foutu. Tu serais condamné, tu sentirais une présence dans la pièce, et tu finirais par te donner la mort en étant manipulé par quelque chose de surnaturel, recouvrant la pièce entière de sang, et ceux qui ne se tuent pas directement deviennent fous et sont internés dans des asiles ou alors ils partent en prison. Bon, voilà pour l'histoire, c'est assez classique, c'était début des années 2000, mais il y a un truc assez intéressant derrière tout ça, plutôt morbide, qui concerne une histoire affreuse, celle du meurtre de Satomi Mitarai. Satomi Mitarai, c'était une fille de 12 ans qui, le 1er juin 2004, s'est faite assassiner dans une école primaire à Nagasaki par une fille qui sera nommée Girl A. Même si son nom a leaké, son identité elle n'était pas censée être divulguée, donc bon voilà, on va continuer à l'appeler comme ça. Et ce meurtre fut particulièrement violent. Girl A tranché la gorge de Satomi ainsi que ses bras avec un cutter et serait ensuite revenue tranquillement en cours avec les vêtements couverts du sang de sa victime. Elle sera plus tard diagnostiquée du syndrome d'Asperger, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais apparemment, lorsque les policiers firent des recherches sur les possibles motivations de Girl A, ces derniers fouillèrent dans son ordinateur et le premier truc enregistré de Girl A sur son PC, le premier truc qui était bookmark, c'était le pop-up de The Red Room Curse. Alors, est-ce que c'est vrai? On peut pas vraiment le savoir, mais si c'est le cas, c'est quand même une coïncidence assez troublante. Do you like it? You like the red? La poupée d'Okiku. Ah, celle-là, elle est étrange et vous la connaissez sûrement, surtout si vous aimez le paranormal et plus précisément les objets hantés. En effet, on va parler d'un jouet et plus précisément d'une poupée. Voilà, c'est elle. Elle a été offerte à une petite fille nommée Okiku à la fin des années 1910 et l'enfant nomma son nouveau jouet comme elle, c'est-à-dire Okiku. Cependant, la petite fille tomba gravement malade et succomba quelques mois après. Rongés par le chagrin, les parents placèrent la poupée sur l'autel de la tombe de leur enfant, où on peut faire des offrandes. Voilà, c'est une espèce d'urne funéraire, ça fait partie de la culture là-bas, et nous aussi, on n'a pas forcément ça. Le truc, c'est que les cheveux de la poupée se sont mis à pousser, et c'est
pas normal en fait, puisque bah c'est juste une poupée, et vous le voyez venir, beaucoup pensent que l'esprit d'Okiku hante cette poupée. Et c'est pas un truc un peu subtil, genre les cheveux ont poussé de 3 mm, non non non, les cheveux seraient arrivés jusqu'au genou de la poupée. C'est hyper bizarre comme histoire, mais attendez, c'est pas tout à fait fini. En effet, lorsque la famille décida de déménager, cette dernière confia la poupée au temple de Manenji, à Hokkaido. Ils expliquèrent la situation et les moines acceptèrent de s'occuper d'Okiku, et ainsi, tous les ans, ils coupent les cheveux de la poupée, qui continueraient à pousser malgré tout. Et il y a même un bruit de couloir comme quoi les cheveux auraient été étudiés par des scientifiques et que ces derniers en auraient déduit qu'il s'agissait de cheveux humains, donc bon, ouais, c'est vrai que c'est un peu flippant dit comme ça. Voilà, c'était l'histoire d'Okiku, mais alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? Et ben déjà, cette poupée, elle existe vraiment. Voilà, quelques photos, c'est pas un truc inventé de toutes pièces, mais maintenant, est-ce que toute l'histoire d'origine et de hantise est réelle? Et bah, c'est super compliqué. J'ai fait quelques recherches et en fait cette histoire serait apparue dans un magazine au Japon qui affirmait qu'un homme serait venu donner cette poupée lors d'un festival dédié à ces dernières. Et il l'aurait présentée comme sa fille et aurait demandé à ce que l'on s'en occupe avant de disparaître. Et ensuite il y a plein de trucs, genre le prénom qui change beaucoup, mais aussi l'origine de la poupée. Genre une femme l'aurait reçue de quelqu'un, elle l'a mise dans un tiroir, elle l'a oubliée pendant des années, et puis un jour, hop, elle remarque que des cheveux dépassent du tiroir, et voilà, enfin, c'est vraiment bordélique, c'est un truc de fou. Bon du coup, tout ce qui concerne l'histoire, c'est trop bizarre. Je suis allé voir sur un site que j'ai trouvé entièrement écrit en japonais, et la traduction de Google, elle était un peu bancale, donc du coup, c'était assez compliqué à capter. Bon, je vous invite à vous renseigner pour cette partie. Par contre, un truc intéressant, les cheveux. Comment est-ce qu'ils font pour pousser? Eh ben, laissez-moi vous expliquer. Du moins, je vais tenter de vous expliquer. En gros, les cheveux de la poupée seraient 2 fois plus longs que ce que l'on verrait. En fait, ils seraient pliés en deux, insérés dans le crâne de la poupée et fixés avec une colle particulière. Cependant, avec le temps, cette colle elle peut finir par s'user et les cheveux du coup ils ressortiraient du crâne, donc ce qui expliquerait pourquoi ils seraient plus longs, pourquoi est-ce que les cheveux pousseraient entre guillemets. Cependant, le temple Manenji où se trouve la poupée n'a pas autorisé d'étude de cette dernière, donc impossible de savoir si c'est ça ou pas. Et d'ailleurs, ça nous montre aussi que l'histoire du truc en mode les cheveux ils sont humains, machin, c'est faux, puisqu'aucune étude n'a été réalisée d'après les résultats que j'ai trouvés bien évidemment. Alors ensuite au Japon, faut savoir que certaines poupées étaient accompagnées de mécanismes qui pouvaient les faire bouger. Donc peut-être qu'une de ces méthodes aurait été utilisée au niveau des cheveux, mais bon, ça j'y crois moyen parce que y a rien qui montre un quelconque mécanisme sur la poupée d'Okiku. Et bon en général ça se voit quand même quand il y a ce genre de méthode. Bon et aussi le truc de tous les ans, les moines coupent les cheveux de la poupée, machin, bon. Je sais pas vraiment si c'est vrai, ça me paraît un peu gros, donc à prendre avec des pincettes après. Pour leur défense, par contre, on va peut-être un peu faire l'avocat du diable, faut pas oublier que les Japonais, ils rigolent quand même pas trop avec les trucs occultes, les malédictions et tout. Et encore moins les moines, j'imagine, donc bon, allez, accordons-leur le bénéfice du doute. Et finalement, sans enquête approfondie, le mystère d'Okiku reste plutôt entier. Et même si toute cette histoire peut être explicable, on est pour l'instant pas sûr à 100% que toute cette histoire est bien fausse. Est-ce qu'on le saura un jour? Ça, je pourrais pas vous le dire. Ashishaku-sama. Alors, celle-ci, elle est un peu moins connue, mais je la trouve plutôt glauque. C'est un peu le Slender japonais, en fait. En effet, Ashishaku-sama, c'est une femme qui mesure 2,40 m. Cette dernière est une entité malveillante qui enlèverait des enfants ou de jeunes personnes. Une fois que vous êtes pris pour cible, c'est un peu comme tout ce qu'on a vu avant, vous pourrez probablement pas vous en sortir. Et avant de vous enlever, elle vous tourmentera en vous terrorisant avec son apparence, ce qui vous plongera dans une peur paralysante. Si vous voulez avoir une chance de vous en sortir, il faudra que vous portiez sur vous des objets religieux, ou bien vous devriez vous isoler dans un lieu confiné jusqu'à ce que l'entité cesse de vous pourchasser, donc ça peut être un peu long. Il y a également une histoire qui illustre cette légende dans laquelle un enfant de 8 ans rendrait visite à ses grands-parents dans leur village. Alors qu'il joue dans le jardin, il aperçoit une femme très grande portant un gros chapeau, produisant un son étrange. Apeuré, il revient à l'intérieur de la maison et parle de tout ça à ses grands-parents. Ces derniers comprennent immédiatement ce à quoi il a fait face et contactent un ancien du village qui leur explique que la femme aperçue est Ashishaku-sama et qu'une fois qu'elle prend une personne en chasse, elle ne s'arrête que lorsqu'elle a réussi à l'enlever. Les grands-parents enferment donc le garçon dans une pièce possédant des talismans sacrés sur les murs et lui interdisent de répondre à qui que ce soit ou bien de regarder à l'extérieur. Finalement, l'enfant entendra l'esprit rôder et même l'appeler avec la voix de sa grand-mère, mais il résistera et restera seul. Il échappera à la malédiction, mais cependant, il ne pourra plus se rendre au village, sinon, il sera de nouveau pris en chasse. Voilà pour l'histoire, je la trouve sympa, alors après, elle finit bien. C'est pas ma préférée, mais je la trouve quand même assez glauque, comme je l'ai dit, notamment avec l'apparence de l'entité. Une femme grande, très grande, qui essaie de t'enlever.
c'est pas hyper rassurant. Alors si vous cherchez, vous la verrez représentée d'une manière assez flippante, hein, comme je vous l'ai un peu montré dans cette vidéo, mais après, vous vous en doutez, il y a des illustrations parfois un peu plus explicites. On est au Japon, hein, donc vous vous doutez bien que parfois elle est dessinée avec... Bon, on a un peu envie qu'elle nous enlève quand même, hein. Ah, et d'ailleurs, je me suis demandé si cette entité n'était pas représentée dans le manga Dandadan, avec le personnage de l'accro-soyeuse. Mais en fait, non. Malgré les quelques ressemblances qu'elle possède avec Ashishaku-sama, il s'agit en fait d'une toute autre légende urbaine, celle de Akusara. Donc voilà, peut-être qu'on en parlera un jour, je pensais que c'était Ashishaku-sama dans Dandadan, et ben je me trompais. Bref, voilà pour cette légende, elle est présente dans certaines œuvres, mais bon, c'est pas la plus intéressante, donc on va passer à la prochaine. Rokurobi. Alors, pour cette avant-dernière légende, nous allons parler du cas de Rokurobi. Vous allez voir, c'est une entité franchement flippante. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une créature au très long cou. Selon la légende, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, mais souvent c'est une femme, qui ont une apparence tout à fait normale le jour, mais la nuit, c'est pas la même. En effet, une fois la nuit tombée, le cou de ces individus s'allonge et ces derniers se mettent à chasser des êtres humains. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que parfois, les Rokurobi peuvent ne pas être au courant qu'ils en sont. Ils peuvent penser que leur chasse à l'homme sont en fait des mauvais rêves, un petit peu comme les loups-garous en fait. Certains disent que les Rokurobi seraient identifiables grâce à des marques blanches sur leur cou, mais d'autres affirment que ces derniers seraient quasiment impossibles à reconnaître car ils se fondraient dans la masse puisque ce sont des personnes ordinaires le jour comme on l'a dit. Mais alors, quelle est leur origine? Comment est-ce possible que des individus puissent devenir des Rokurobi? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est dû au hasard? Eh bien, selon la légende, ce serait une malédiction qui toucherait des personnes ayant brisé des préceptes du bouddhisme, qui seraient condamnées à vivre en Rokurobi et à prendre en chasse des personnes ne suivant pas la philosophie de Bouddha. Ensuite, faut savoir qu'il y a plusieurs types de Rokurobi selon les légendes. Certains s'amuseraient juste à effrayer les gens, donc des Rokurobi gentils entre guillemets, mais d'autres iraient carrément jusqu'à tuer leur proie en suçant leur sang ou leur énergie vitale. Et on retrouve aussi les Nukekubi, qui sont des entités dont la tête se détache la nuit pour chasser et tuer ceux qui sont pris en chasse. Alors comment s'en sortir si vous vous faites attaquer par un Nukekubi? Eh bien vous devrez aller déplacer ou alors attaquer le corps original pour vous débarrasser de l'entité. Donc bon, ça va être un peu compliqué parce que il faut savoir où il se trouve. Cette légende, elle fait partie de la mythologie japonaise. Elle aurait vu le jour vers l'ère Edo, qui s'est déroulée de 1603 à 1867, avec l'histoire d'un moine qui aurait renoncé à la religion pour s'adonner au plaisir de la vie, et il se serait fait prendre par son amante qui était en fait une Rokurobi. Voilà, le Rokurobi apparaît dans des films, des séries, des mangas, mais aussi dans une pub. Ça m'intéresse un peu plus. Je vais vous la montrer. Elle est japonaise, elle a été créée pour un magazine, et elle est assez dérangeante, surtout qu'elle a l'air de dater pas mal. Du moins, c'est ce qu'elle laisse paraître au vu de l'image en noir et blanc. Elle est assez courte, donc bon, je vous la passe en entière, hein, et puis on enchaînera avec le dernier sujet de cette vidéo. Bon visionnage. La forêt d'Aokigahara. Et oui, pour cette dernière légende, j'ai choisi de vous présenter ce lieu emblématique connu de tous. Et là, vous êtes peut-être d'ailleurs en train de vous demander pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de quelque chose d'aussi connu. Eh ben, je me suis dit que toutes les autres légendes précédentes étaient fausses. Même si certains éléments sont réels, comme le poème de Tomino ou la poupée de Kiku, tout ça, la légende qui les entoure, elle est à chaque fois fausse, évidemment. Sauf que là, c'est différent. La forêt d'Aokigahara, elle existe, bon, jusque-là rien de fou, c'est une forêt, sauf que les rumeurs et les histoires sur ce qui se passe à l'intérieur sont réelles, du moins pour certaines, et je pense que certains savent où je veux en venir. En effet, on a des légendes comme quoi la forêt serait hantée, quand on y rentre on peut pas en ressortir, donc bon, voilà, ça c'est pas forcément le plus intéressant. Moi je veux surtout vous parler de ce que les gens viennent y faire, ce qui a donné à cette forêt une triste réputation avec un nom sinistre, celui de la forêt du Sud. Oui, vous le savez sans doute, mais énormément de personnes se rendent au sein de la forêt d'Aokigahara pour s'y donner la mort, et ça, c'est pas des rumeurs. C'est bel et bien réel, hein. Si vous vous rendez dans cette forêt, vous trouverez énormément de choses appartenant aux personnes s'étant rendues là-bas. Genre des chaussures, des vêtements et autres. Alors faut noter que des gens y meurent parce que voilà, ils viennent s'y donner la mort, mais également parce que certains se perdent, parce que ils prennent pas trop leurs précautions, et la forêt est immense, ils se perdent et finissent par mourir tout seuls dans cette immense forêt. Et certains ont déjà aperçu des cadavres, parfois pendus, comme un certain youtubeur dont je tairai le nom, qui a fait une polémique monstrueuse après avoir posté un vlog dans lequel il se rendait dans la forêt
est tombé nez à nez avec une personne pendue. N'allez pas voir ça, c'est juste horrible et hyper irrespectueux parce que il le filme en mode c'est une attraction, il utilise ça dans le titre de sa vidéo, il met une musique triste au montage, il se filme, il fait des réactions genre oh mon dieu c'est horrible machin, enfin c'est horrible à voir, c'est ridicule, c'est pitoyable, enfin bref, vraiment n'allez pas voir ça, ça fout vraiment la haine. Voilà, donc oui, la forêt d'Aokigahara c'est un lieu réputé comme maudit, mais aussi comme lieu de mort. C'est tellement immense que s'y perdre est très facile, comme je l'ai dit, et que donc y mourir, ça l'est encore plus, hein, vous vous en doutez. Il faut vraiment prendre ses précautions, il faut avoir un guide ou alors un plan assez précis, et surtout emmener des vivres avec vous, de quoi dormir, de quoi manger, de quoi boire, peut-être de quoi chasser, pêcher même. Faut vraiment pas faire les cons. Là c'est pas de l'urbex classique pour se faire un peu peur en mode on va visiter une école parce qu'on nous a dit qu'il y avait des fantômes. Non, là c'est une forêt, il y a des animaux, ça peut être dangereux, donc voilà, vraiment ne pas faire les cons. Je tenais à vous raconter ça pour finir sur une note un peu sérieuse. On a raconté plein de trucs au fil de cette vidéo, des trucs un peu flippants, mais sans plus, hein. On va un peu rigoler, haha, les toilettes, le PQ, le fantôme des toilettes, il va t'emmener dans les chiottes, super. Mais des fois, les légendes urbaines, elles cachent une part de vérité qui peuvent parfois s'avérer très sombres, comme c'est le cas ici. Cette forêt, c'est le lieu numéro 1 pour les gens qui veulent en finir et ne pas être retrouvés. C'est juste super triste. Il doit y avoir une ambiance hyper oppressante lorsque tu pénètres dans ce lieu en connaissant cette histoire. Vraiment, ça va être quelque chose de très particulier, hein. Alors à la base, c'était une forêt normale, hein, mais au fur et à mesure, c'est devenu littéralement un cimetière, et ça, c'est affreux. Surtout qu'au Japon, le taux de suicide, il est quand même très élevé. Oui, bon, je le rappelle quand même, le Japon, alors oui, c'est joli, il y a une pop culture de fou avec les mangas, la bouffe c'est incroyable, il y a une culture très, très sympa, mais c'est pas non plus le pays de rêve. Il y a beaucoup de défauts, il y a quand même pas mal de valeurs qui sont assez différentes d'ici, notamment sur le rapport au travail, à la santé, etc. Donc bon, toujours prendre un peu de recul sur tout ça. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que le fait que je suis encore un peu malade ne vous aura pas trop dérangé. C'est vrai que parfois je bute sur quelques mots parce qu'en fait pendant que je parle j'ai une envie atroce de tousser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. J'aurais mis du temps à reprendre les vidéos mais désolé, j'ai pas pu faire autrement, j'avais beaucoup de travail, j'ai galéré et ensuite j'ai été malade donc ça m'a empêché de faire les vidéos correctement tout simplement. Et vous inquiétez pas, je suis reparti, on va reprendre un rythme normal des vidéos. Et puis voilà, vous inquiétez pas, je vous prévois plein de trucs sympas, même si certaines vidéos que j'avais prévues pour cette année ont été décalées, vous inquiétez pas, ça arrive, je n'ai pas oublié. Alors cette vidéo devrait normalement sortir avant Noël, du moins je l'espère, donc écoutez, pour ceux qui le fêtent, passez un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, pour ceux qui le fêtent pas, passez de bonnes vacances, puisque ça y est, nous sommes en vacances, enfin. Moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, ça me fait plaisir de revenir sur YouTube, salut!